Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Voyage longtemps repoussé, nous partons en camion aménagé en Grèce. Comme toujours, nous faisons des pauses en chemin, ici à Soave en Vénétie. On inspecte aussi quelques villes au bord de la mer Adriatique. Nous consacrons un peu plus de temps à la ville d'Urbino. On décrit tout l'embarquement chaotique à Ancône. Nous profitons quand même de la traversée. La météo en partant laisse à désirer, ce sera mieux en Grèce. Ce voyage avait été repoussé plusieurs fois à cause du coronavirus. Il remplace aussi une idée de voyage en Ouzbékistan, rendue impossible à cause du dictateur Poutine. Une fois n'est pas coutume, on tourne à gauche à Vérone. Même pas une heure plus tard, nous sommes déjà en train d'explorer la ville de Soave. Nous n'en savons pas grand-chose, on a quelques souvenirs d'un vin blanc léger cultivé ici sous le nom de la ville. Elle est complètement cernée d'une muraille et surveillée par un château au perché en ruine. La ville dispose de trottoirs en plaques de calcaire blanc poli et aux bords courbés. Les rues sont en pente et il pleut légèrement. Alex trébuche sur un des rebords en se tordant méchamment la cheville droite. Elle a bien mal, mais rien ne semble heurter. Le pied enfle un peu et arrivé à la voiture, elle le stabilise en mettant ses lourdes chaussures de montagne. Cela l'occupera encore plusieurs jours. Un mauvais début de voyage en tout cas. Vu qu'il pleut toujours et vu le pied d'Alex, nous rayons la visite de Padoue de nos plans. On laisse d'abord même les autoroutes de côté et on vise la côte adriatique au sud-ouest de Venise. On commence par la ville de Porto Garibaldi. La station balnéaire n'offre rien de spécial, surtout avec ce temps. Nous revoyons cependant des trabucchi que nous avions vus plus loin au sud de l'Italie en 2012. Le petit phare est aussi une déception. C'est une reconstruction des années 1950 d'un phare initialement établi en 1891. Nous devons faire les courses et voulons éviter les grands centres commerciaux un samedi après-midi. On choisit donc un supermarché moyen à la ville côtière de Cesenatico. Comme le site précédent, c'est une ville au bord d'un chenal et avec un phare. Mais elle est beaucoup plus grande, plus vivante et sur le canal sont exposés des navires historiques de la navigation côtière adriatique et des chenaux dans les lagunes. Ils sont peints de vives couleurs. Ce qui manque est un peu d'explication. Et le soleil fait toujours défaut. Le phare a une stature plus prononcée. Le site est établi en 1892, mais il est visiblement remanié plus tard. Sur le canal navigable existe un bac à passagers et à vélo. Le pied d'Alex va mieux, mais elle ne peut toujours pas marcher longtemps. Nous reprenons la route et nous roulons jusqu'au soir. On a de la peine à trouver un emplacement pour la nuit à proximité d'Urbino. Un premier site est inaccessible, mais la chapelle de Macciola nous offre une place tranquille et hors de la vue de maison. Nous visitons la petite ville historique d'Urbino le 8 mai 2022. Elle nous rappelle un peu Sienne en Toscane car elle est située sur plusieurs collines et elle est principalement construite en briques cuites. Elle a une allure tout à fait toscane, alors que nous nous trouvons dans les collines des Marches. Nous venons ici sans aucune préparation et découvrons la ville au rythme de nos pas. La ville est construite sur une crête et la rue principale y monte. Dans un col se trouve une grande intersection et c'est ici que l'on trouve les immeubles les plus représentatifs. La plupart sont des églises et des couvents, en fonction ou sécularisés, mais on trouve aussi des immeubles historiques publics et aussi beaucoup de palais privés. Les églises sont presque toutes de style Renaissance. C'est mieux que le baroque, mais toujours pas notre style architectural préféré. La cathédrale est construite sur le point culminant de la vieille ville. Le Duomo a été édifié sous Frédéric III sur les fondations d'un premier édifice bâti en 1021. La croisée du transept présente une coupole à tambour dont la lanterne s'élève à 50 mètres, la voûte est conçue comme un plafond à caisson. Le palais ducal, aussi voulu par Frédéric III, se trouve à gauche de la cathédrale. Il abrite le musée Galleria Nazionale delle Marche. L'église de San Domenico date du XIVe siècle, mais a été remaniée intérieurement en 1729.
L'emprise de la crise Covid est omniprésente. L'eau bénite est remplacée par une solution désinfectante, à moins que cette solution soit elle aussi bénite. Les routes sont en pente. Le Teatro Raffaello Sanzio, bien plus récent, s'intègre bien dans le cadre de la ville médiévale. Le palais ducal présente plusieurs balcons vers la grande place sous la ville. Le trottoir couvert du Corso Giuseppe Garibaldi passe sous le palais ducal. Nous prenons d'autres ruelles sombres pour revenir au point de départ de la Porta Valbona. Cette fois-ci, nous sommes au nord de la rue principale, les ruelles sont reliées au vallon par des escaliers ou des ruelles en forte pente. On en a des vues sur la colline principale avec la cathédrale et le palais ducal. Alex peine surtout dans les descentes avec sa cheville blessée. Cette visite de la ville l'a beaucoup fatigué, mais le reste de la journée sera voué à l'attente pour le ferry. On a beaucoup de déboires avec la compagnie Minoan, elle ne fait par exemple aucune indication sur les lieux d'embarquement et de lieux de procuration de tickets définitifs. Ce sont deux endroits différents. Le site internet ne renseigne pas non plus. Il faut d'abord aller chercher ses tickets, cela vaut aussi et surtout quand on a commandé par internet. C'est à gauche dans un grand rond-point assez déroutant. Il est crucial de laisser un numéro de portable aux compagnies maritimes. Ils changent souvent les horaires. Nous protestons ainsi avec succès contre un report du départ avec un embarquement à 1h30 du matin. On arrive à le changer pour un départ à 20h30, mais avec un changement du port d'arrivée. On nous raccourcit le trajet pour nous débarquer à Igoumenitsa au lieu de Patras. Nous avons besoin de 2 heures pour enfin avoir nos tickets. On n'est pas au bout de nos peines cependant. Le départ n'est plus à 16h30 mais à 20h30. Nous avons donc quelques heures à attendre. Nous avons déjà visité Ancône en 2020 et la météo est aujourd'hui instable. La côte est très raide au sud de la ville et il y a peu d'accès à la mer calme. Au nord, c'est plus plat, il faut cependant rouler une quinzaine de kilomètres et passer des zones industrielles pour pouvoir rejoindre la mer. Nous prenons littéralement le premier accès possible, on a les réservoirs d'hydrocarbures en vue. Nous stationnons finalement en cul-de-sac sous un panneau d'arrêt interdit, mais avec vue mer. Nous passons près de 4 heures ici. Le temps change d'un ciel très couvert à des moments ensoleillés et chauds. Nous nous mettons en route peu avant 18h vers l'embarquement. C'est très tôt, mais on est las de cette plage et on espère embarquer assez tôt. Cette fois-ci, nous prenons à droite au fameux rond-point. Des petits panneaux indiquent le chemin, encore faut-il les reconnaître à temps. L'état des routes est déplorable comme dans toute zone portuaire en Italie. Le port d'Ancône est coincé entre la mer et le rocher portant la ville. Les divers parkings et zones de contrôle sont séparés par des longues portions de route sous la ville. Le charme des zones portuaires est manquant dans tous les ports du monde. C'était sans doute toujours ainsi et ça le restera. Ces parties de ville ne sont pas plus moches en Italie qu'ailleurs. Quand on voit le panneau d'interdiction, on est sur la bonne route à condition d'avoir pris ses tickets définitifs à la billetterie avant. On passe ensuite d'autres parkings et on tourne à gauche pour rester sur le quai.
Nous reconnaissons des monuments que nous avons vus durant notre visite d'Ancône en 2020 comme la Porta Pia en face du lazaret historique. On voit un premier navire, mais ce n'est pas le nôtre. On a déjà pris nos tickets à midi, nous passons donc les contrôles où l'on nous demande d'ouvrir le coffre, ils cherchent surtout des bidons d'essence interdits sur les navires. Notre bidon d'eau potable est reconnu comme tel, on passe sous silence nos bouteilles d'essence pour le réchaud. Ce contrôle nous rappelle les plus mauvais jours des années 1980 où on subissait souvent des fouilles. L'agent privé n'est ni charmant ni explicatif. Nous n'avions jusqu'à là jamais eu un tel traitement sur un trajet transfrontalier, peu importe qu'il se soit trouvé entre deux pays de l'Union européenne comme ici ou entre l'Union européenne et des pays tiers. Alex peut admirer le port pendant qu'André discute avec l'agent. Dans d'autres ports, il y a des zones d'approche différentes pour les différentes compagnies maritimes. Par manque de place, ce n'est pas le cas ici, ce n'est que tout au bout que se trouvent divers accès au quai, mais on cherche le nom de compagnie en vain. Tous les camions rangés à gauche finiront par rentrer dans notre ferry. Il s'agit surtout d'un ferry de camions, les touristes comme nous sont en minorité. On arrive vers 18h15 à la file d'attente et 90% des clients sont déjà là. Nous ne sommes donc aucunement en avance. Il y a 10 files de camions, une file de voitures particulières et 3 files de camionnettes comme notre Renault Trafic et des plus grands. Ces derniers se partagent en une moitié de campeurs essentiellement allemands et français et une autre moitié de transporteurs routiers bulgares. Les semi-remorques sont surtout bulgares et chargés de voitures d'occasion. Les Bulgares prennent ce raccourci par la Grèce pour rentrer chez eux. Devant nous stationne un campeur norvégien. Nous passerons des bons moments avec ce couple américano-norvégien lors de la traversée. Nous avons au moins du ciel bleu durant l'attente jusqu'à ce que la nuit tombe ce 8 mai 2022. Les voitures particulières sont les premières à être guidées vers les ponts dédiés dans le navire. Cela commence vers 19h. Les autres véhicules commencent à embarquer vers 20h. La suite est plus chaotique. On fait avancer à tour de rôle des camionnettes et des semi-remorques. Ces camions entrent à moitié en marche arrière et l'autre moitié se retourne dans les soutes. Les passagers ne sont pas forcés à quitter les véhicules. Ces sections de vidéo sont toutes affichées en vitesse normale, la procédure est vraiment silente. Il faut jusqu'à une dizaine de minutes par camion.
Nous entrons parmi les dernières camionnettes, derrière notre petit groupe ne suivent que des grands camions. Jusqu'ici, rien d'anormal, c'est par la suite que ça se gâte. Ce ferry a aussi des ponts pour véhicules sous ciel ouvert. Ce n'est pas forcément bon, car lors de la traversée, l'air marin couvre tout de sel. Cela accélère la corrosion et il faut nettoyer les vitres avant de repartir. À l'aller, nous sommes bien à l'intérieur cependant. Les commandes de la quinzaine d'ouvriers du navire sont assez compréhensibles, même si leur mine n'inspire pas forcément confiance. Ce sont surtout tous ces retournements de camions et de véhicules qui prennent du temps. Des ferries plus modernes sont en mode ro-ro, c'est-à-dire roll-on-roll-off avec des ouvertures à la proue et à la poupe. Le chargement est alors beaucoup plus rapide. Nous montrons ici toute la procédure pour bien démontrer que l'on doit s'armer de patience. Beaucoup de gens appréhendent les ferries et c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, surtout avec un véhicule un peu plus grand. Dans les pays scandinaves, tout est toujours un peu plus ordonné. Ici en Italie, une dizaine de personnes ordonnent ce qu'ailleurs d'eux auraient fait. Mais en somme, le système italien n'est pas moins efficace. Les ferries ne font pas forcément gagner du temps sur un long trajet, mais on a du temps de repos, on peut profiter d'une petite croisière avec des vues que l'on n'aurait jamais de la route et depuis la flambée des prix de carburant, les ferries font faire aussi des économies. Nous prenons souvent des ferries, concrètement plus d'une centaine depuis une vingtaine d'années avec des destinations aussi diverses que l'Islande ou la Sicile. Nous n'avons regretté aucun de ces trajets.
On quitte le véhicule entre les camions qui manœuvrent encore et on gagne le pont 5 où se trouve la petite réception. C'est ici que l'on devrait recevoir les clés des cabines, les numéros de ces dernières se trouvent imprimés sur nos tickets reçus à midi. Ça bouchonne avant la petite réception. Les Italiens et les camionneurs doublent tout le monde. Après une vingtaine de minutes, nous avons la réception en vue. Mais pendant les 40 minutes suivantes, rien n'avance. Pendant tout ce temps, les camions continuent de monter sur le navire, on n'est donc pas encore parti. On n'informe pas les passagers et les employés discutent dans les bureaux. On comprend que les cabines sont surbookées. La solution de la compagnie Grimaldi est aussi irrespectueuse que longue, il rappelle les camionneurs par message diffusé dans tout le navire auquel on avait apparemment donné une cabine à chacun, on leur retire leurs clés de cabine et on leur donne des nouveaux draps pour des cabines communes. Bien sûr, ceci râle et toute cette procédure dure une éternité parce qu'ils procèdent cabine par cabine et parce que la plupart des camionneurs connaissent le jeu et ne répondent pas à l'appel. D'autres ne comprennent sans doute pas les messages diffusés, les camionneurs sont bulgares et turcs, les haut-parleurs sont misérables et même incompréhensibles pour nous. Après 1 heure, on reçoit donc une cabine avec un numéro différent de notre ticket mais en correspondance avec notre commande, simple et intérieure, donc sans fenêtre. Une bonne compagnie aurait offert une cabine de qualité supérieure après tous ces chamboulements. La cabine est usée et délabrée, mais fonctionnelle. Durant cette attente, nous comprenons aussi une raison du dysfonctionnement général, la compagnie grecque Minoan n'a que récemment été rachetée par la compagnie italienne Grimaldi. Quand deux bordéliques font chose commune, rien ne peut marcher. Vu l'incommodité de la cabine, la température trop chaude et le manque de pain pris avec, nous décidons de prendre le petit déjeuner dans la cafétéria le matin du 9 mai 2022. Le café et les croissants sont très corrects. Le cadre de la cafétéria est grand et fonctionnel. Certains fument sans gêne sous les panneaux d'interdiction et nous fuyons donc assez vite vers l'extérieur. Tous les ferrys pris jusqu'à maintenant avaient des grands ponts extérieurs permettant en général de marcher et de s'asseoir sur au moins 3 côtés du navire. C'était même le cas en allant en Islande. Mais pas sur le Florentia de Grimaldi Lines. Il y a 2 petits ponts extérieurs dans la partie centrale du navire, ce sont les ponts 5 et 6, tout le reste est inaccessible. Surtout le pont 8 avant est barré. Avec d'autres voyageurs, nous spéculons que c'est dû à la grande proportion de camions transportés. Apparemment, on n'a pas besoin de luxe et de commodité pour les camionneurs. Mais curieusement, peu de gens restent en extérieur, nous trouvons donc de la place sur les rares bancs. On y lit, on y mange et on y rédige sur le portable le texte pour le blog et pour cette vidéo. Nous nous approchons assez près des côtes à l'hauteur de Brindisi. À une quinzaine de kilomètres, nous captons du réseau 4G pour une demi-heure. C'est du réseau il y a des Vodafone IT. Nous traversons l'Adriatique en diagonale et peu à peu s'apaise la brume du nord. Nous voyons d'abord la côte albane qui semble plus verte que la côte croate. Il faut faire attention avec les portables qui tentent de joindre les réseaux albanais qui ne font pas partie du roaming unifié européen, 10 minutes de réseau albanais chiffre à 50 €. Peu après, on voit aussi de la terre à l'ouest, c'est la grande île de Corfou. Avec elle, on a de nouveau un réseau européen, dans notre cas c'est Vodafone GR. Nous avons besoin d'un réseau internet surtout pour décrypter les informations météo grecques car nous chamboulons notre itinéraire à cause du débarquement à Igoumenitsa. On fait donc d'abord la partie continentale de la Grèce. Le passage entre le continent et Corfou est long, il ne faut pas croire que l'on arrive tout de suite à Igoumenitsa. En entrant dans le golfe de la ville, le ferry réduit dramatiquement la cadence. Devant le port, il tourne encore sur lui-même pour présenter la proue avec les rampes au quai. Une fois n'est pas coutume, nous retrouvons assez facilement notre trafic. Contrairement à d'autres passages, les véhicules sont moins serrés sur ce ferry. C'est peut-être dû à la largeur définie pour les grands camions. Ayant embarqué parmi les derniers, nous sortons aussi assez tôt des soutes. Le bruit strident est une alarme qui retentit quand des rampes ou des niveaux sont modifiés. Ces navires sont des véritables usines et ici on ne se sent définitivement pas comme sur une croisière dans les Caraïbes.
Il n'y a plus aucun contrôle de sortie. En quittant le navire, il faut se tenir à droite, avancer en bordure du long quai jusqu'à la fin du port puis prendre à gauche pour la sortie. En arrivant en Grèce, on avance les montres d'une heure. Pourtant, on n'a pas vraiment avancé très loin vers l'est. Le coucher du soleil arrive donc plus tard. Nous en profiterons pour rouler vers l'est après avoir fait les courses dans un supermarché de la ville où nous débarquons. Ils ont ouvert jusqu'à 21 heures. Tout de suite après commence l'autoroute A2 vers Yanina et Thessalonique que prennent presque tout le camion bulgare et turc. Si on veut partir vers la ville et le nord, il faut prendre à droite après la sortie du port puis à gauche sans passer par le tunnel. On est alors tout de suite dans la ville. Nous visons une route en cul-de-sac menant au Moni Pagagnon, c'est un monastère inhabité. On monte assez haut sur un versant orienté vers l'ouest. On a donc le soleil en vue encore plus longtemps. Cela nous permet même encore de prendre un apéro sur un des bancs du site. On passe une nuit merveilleusement tranquille. Le petit déjeuner du 10 mai 2022 est pris sur un des bancs avec vue sur la vallée. Cette nuit et cette matinée nous réconcilient avec ce début de notre voyage en Grèce qui avait commencé avec bien des pépins. Le matin, vers 9 h, vient un berger en voiture pour attendre ses chèvres que les chiens de garde font monter. C'est pour nous le moment de partir. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.